Merci à tous. Bon, alors maintenant, vous en prenez pour 20 minutes de discours. Non, l'an dernier, je m'étais rendu sur le GCO à Kopsheim. Ça va ou pas comme ça? Kopsheim, bon. Je rencontrais Philippe qui est un agriculteur et qui me racontait ça alors qu'on était sur une colline. La semaine dernière, j'ai encore cueilli des mirabelles ici et le samedi, nous avons vendu ces fruits sur le marché de Strasbourg. Mais derrière lui, on ne voyait plus de mirabelliers, ni de cerisiers, ni de pruniers. Juste des arbres coupés, des souches arrachées. Ces bois accueillaient les oiseaux, le pic cendré, une espèce menacée. Ou encore l'alouette des champs en chute libre. Mais en se taisant, nous n'entendions aucun chant. Seulement le bruit de la tronçonneuse, le grondement des pelleteuses. Sur ces terres coulera du béton bientôt. Peut-être qu'il a déjà coulé depuis. Une autoroute, une de plus où passeront les camions. Aux habitants, à la pasteur qui s'opposait à ce chantier, le gouvernement a envoyé des policiers, des grenades, des hélicoptères, des rayons infrarouges. Ainsi va l'État Vinci. Donc ça, c'était en septembre, il me semble. Et dans les mois qui suivaient, se levait une autre révolte, celle des Gilets jaunes, qui était au départ plus sociale qu'écologique, plus rouge sans doute que vert. Et eux aussi se sont vus en guise de réponse envoyer des gaz lacrymaux, des LBD et sur les ronds-points, les bulldozers. Je signalais que dans ces deux combats, il y a en face le même adversaire. C'est l'État Vinci. L'État Vinci sur les péages, l'État Vinci avec Aéroport de Paris. Le même adversaire en face, c'est Macron. Et je dis toujours, et pour reprendre une métaphore forestière qui peut être chère aux lutteurs contre le GCO, je dis toujours que l'arbre Macron ne doit pas cacher la forêt de l'oligarchie. Ne doit pas cacher la forêt de ces 26 fortunes qui aujourd'hui au niveau mondial détiennent autant que la moitié des habitants de cette planète. En France, c'est à peu près 26 fortunes égale un tiers du patrimoine des Français. Il y a 20 ans, les 500 fortunes possédaient 6% du PIB. Quand Macron est arrivé, on était à 25%. 2 ans plus tard, on est à 30% du PIB pour les seules 500 premières fortunes françaises. J'ai la conviction, moi, que nous ne pourrons jamais avancer que sur deux jambes. Sur la jambe sociale et sur la jambe écolo. Sur la jambe rouge et sur la jambe verte, pour reprendre un slogan ou un mot d'ordre d'Hervé Kempf, consommer moins, répartir mieux. Mais répartir mieux, évidemment, ça commence par... consommer moins, ça commence par les riches. C'est évidemment les riches qui doivent commencer par consommer moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gâteau des richesses, nous n'avons plus besoin de le faire grossir. Il est déjà en France absolument gigantesque, considérable. Simplement, il y a la nécessité de mieux le répartir et qu'il n'y ait pas des énormes parts pour les uns et des miettes pour les autres. Je pense que c'est un même adversaire qui écrase les arbres, qui écrase les cabanes, qui écrase les hommes et surtout qui écrase les imaginaires. On a aujourd'hui une classe dirigeante qui est devenue classe dominante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que jusqu'à maintenant, ils parvenaient à entraîner par l'adhésion, par l'envie, par l'enthousiasme, à minima par le consentement. Dans les années 80, dans les décennies fric, dans la décennie tapis, quand on parlait de concurrence, de marché, de croissance, de libre-échange, d'argent, des États-Unis, ça donnait envie. Et ils ont entraîné la société vers le libéralisme par l'envie. Aujourd'hui, c'est mort. Vous avez le droit de lever la main. Qui ça fait vibrer aujourd'hui, ici, quand on lui parle de compétitivité, quand on lui parle de croissance, quand on lui parle de concurrence, de marché? Allez-y, vous avez le droit, hein. J'accepte la contradiction. Mais je crois que ça ne fait plus envie. Il y a un vaste détachement des masses, des gens, de l'idéologie dominante. C'est vrai pour vous, évidemment, vous êtes une forme d'avant-garde ce soir à Strasbourg, mais je pense que derrière, ce sont des millions de personnes qui ne croient plus en ça. Qui, quand ils entendent ça, ils entendent juste une langue qui est morte, ce qui ne signifie plus rien pour eux. Et même parfois, quand j'ai les ministres en face de moi dans l'hémicycle, j'ai le sentiment que même pour eux, ça ne signifie plus rien. C'est une espèce de mécanique, des perroquets qui viennent répéter des phrases toutes faites, mais ils n'y croient plus. Alors maintenant, la difficulté pour nous, c'est qu'on a ce détachement de l'idéologie dominante, mais on n'a pas encore un rattachement à autre chose. Et cette autre chose, je dirais que il reste confus, les vagues. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une autre chose qui gargouille dans les ventres. Dans nos ventres, on le sent gargouiller.
Il y a une autre chose qui gargouille dans la société, qui se manifeste. Moi, je le voyais l'an dernier au moment de la fête à Macron, on sentait ce grouillement dans les gilets jaunes, on sent le grouillement d'une autre société, mais il faut la faire enfanter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens, des intellectuels, des poètes, des artistes, des philosophes, qui viennent aider à nous mettre des mots sur le désir que nous avons dans nos ventres, qui nous aident à construire la société de demain. Il faut que peut-être qu'on s'aide les uns les autres à accoucher de cette autre chose. Et même maintenant, le problème, c'est que la classe dirigeante devient classe dominante, comme elle ne règne plus par l'adhésion, elle règne par autre chose qui est la force de coercition. Ce sont les matraques. Ce sont les coups de matraque. Ce sont les bulldozers sur les ronds-points. Les coups de matraque aujourd'hui ne sont pas donnés aux gilets jaunes. Ils sont donnés à tous les gens pour leur dire ne sortez pas de chez vous. Ils sont donnés en effet aux gilets jaunes, mais en s'adressant aux autres, en leur disant ne sortez pas. Je pense que cette classe dominante aujourd'hui, ce qu'elle écrase avant tout, c'est cet imaginaire dont il nous faut accoucher. On a une oligarchie qui est aujourd'hui en sécession. Une sécession salariale, ses revenus, je l'ai dit, ont explosé. En sécession fiscale, elle refuse de faire corps commun avec le reste de l'humanité. En sécession morale, elle refuse d'affronter les conséquences de ses actes, les conséquences climatiques, mais aussi les conséquences sociales. Par exemple, quand on procède à des milliers de licenciements, ce ne sont pas des PDG qui viennent affronter les vies qu'ils brisent en face. Et évidemment, quand vous savez, c'est par hasard pour moi si à un moment Macron s'est comparé à Jupiter. Vous savez, c'est l'hubris, c'est la deux-mesure de la tragédie grecque. Quand les héros se prennent pour des dieux, sur le mont Olympe, qui se détachent du sort commun. Et nous, notre devoir, c'est de les ramener sur le sol. C'est de les ramener parmi nous. Mais même sur le plan, puisqu'on est parti de l'écologie, même sur le plan climatique, ils pensent échapper au désastre. Pourquoi ils pensent échapper au désastre? D'abord parce qu'il y a des études qui s'appellent les études Andy, et qui montrent que dans les moments d'effondrement des civilisations, l'oligarchie, en effet, survit un peu plus longtemps, survit quelques décennies de plus. Elle trouve le moyen de survivre temporairement au moins à la catastrophe. Et donc ils ont la conviction aujourd'hui que eux y échapperont. Ou du moins qu'ils le retarderont pour eux-mêmes, que donc ça reste une perspective lointaine. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils vont couler comme ils trouveront des chaloupes pour s'échapper. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'est rendue à la City parmi les traders, et elle est revenue en me disant que là-bas ils étaient en train d'investir dans des maisons en Norvège, parce qu'en Norvège le réchauffement climatique tardera davantage. Dans la Silicon Valley, qui est chère à Emmanuel Macron, et je pense que si on veut comprendre Macron, il faut comprendre l'idéologie transhumaniste aussi de la Silicon Valley. Ils ont la conviction, ils achètent, c'est pas qu'ils ont la conviction, ils achètent des maisons en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est pas des maisons, ils achètent des terres, des domaines immenses en Nouvelle-Zélande, parce qu'ils pensent que là-bas, ils parviendront à survivre plus longtemps au désastre climatique. Donc, évidemment, il y a là un même adversaire chez les Gilets jaunes et chez les militants anti-GCO. Je vais même pas parler de convergence des luttes. Pourquoi? Parce que je pense que c'est même pas nécessaire. La convergence, elle supposerait qu'on se fasse des bisous entre classes, et peut-être qu'il y a un divorce, il y a des divorces qui se sont installés dans la société, qui sont assez durables pour que cette convergence soit compliquée. Peut-être qu'une convergence compliquée entre les ronds-points extérieurs à Strasbourg et les étudiants, les diplômés de Strasbourg. Je dis ça, je pose des hypothèses comme ça. Je pense pas qu'il y ait la nécessité forcément d'une convergence. Mais par contre, je pense qu'on peut être synchrone. On peut être synchrone sans qu'il y ait forcément de convergence. Mai 68, ça a été un mai 68 ouvrier, un mai 68 étudiant. Les passerelles, elles n'étaient pas si nombreuses que ça. Ils se sont pas mariés entre eux. Mais n'empêche qu'ils l'ont fait au même moment. Et là, il y a un moment à jouer. Il y a un moment à jouer pour les enseignants, il y a un moment à jouer pour les gilets jaunes, et il y a un moment à jouer pour les écolos. Ce printemps, il faut jouer ce moment, et il faut jouer à fond. Je ne sais pas si vous avez lu le Parisien d'aujourd'hui. Vous avez lu le Parisien d'aujourd'hui? Alors, le titre de une, c'est pourquoi est-il si seul? Quand on voit ce titre sur Emmanuel Macron, d'ailleurs j'aurais dû acheter plusieurs numéros parce que j'ai l'impression que je vais le déchirer, et puis c'est un numéro un peu qui risque d'être d'anthologie.
Macron, pourquoi il est si seul? En lisant ça, on se demande si l'oligarchie n'est pas en train de lâcher Macron. C'est le journal de Bernard Arnault, de mon ami Bernard Arnault. Hein. Voilà. Et donc, on lit ça dedans, c'est son entourage qui commente. Il est sous l'eau, rincé, essoré. On n'est pas loin du burn-out. S'il n'est pas loin du burn-out, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah, continuez, ne pas lâcher, y aller maintenant. Vous voyez, moi j'ai une proposition de loi sur le burn-out, elle est prête, elle peut lui servir. On mettra ça en maladie professionnelle, pas de problème. Mais il faut y aller. Et ensuite, on a ça à la fin. C'est toujours un proche qui commente avec angoisse, nous dit-on. Je ne vois pas comment on sort de ça. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. Voilà le chemin. Le chemin nous est donné par le Parisien. Voilà ce qu'il faut faire. Il suffit de faire des apéros Facebook sur les ronds-points du pays. Il n'y a pas plus fédérateur. Et je pense que comme ça, en effet, ce printemps, on peut mettre une énergie nouvelle. Barbecue vegan. Aubergine grillée. Même avec ça. Même avec les barbecues, on est divisé. Même avec les barbecues, on est divisé du coup. Je vais me citer. C'est quelque chose que j'écrivais il y a quelques années. On le sait désormais, ils iront jusqu'au bout. Ils raseront les forêts, ils videront les mers des thons, des baleines, des sardines. Ils pressureront les roches, ils feront fondre les pôles, ils noirciront l'Alaska, ils réchaufferont l'atmosphère jusqu'à l'ébullition. Ils nous vendront un air coté en bourse, ils affameront des continents, ils sauveront les banques avec nos billets, ils solderont les routes, les îles, les jardins publics aux plus offrants, ils spéculeront sur nos maisons, notre santé, notre éducation. Ils mettront à force de stress la moitié des travailleurs sous antidépresseurs et l'autre moitié au chômage. Ils lèveront des impôts sur nos égouts, nos chaussettes, notre haleine, plutôt que de toucher à leurs bénéfices. Le doute n'est plus permis. Qu'on les laisse faire, et tout ça, ils le feront. Voilà leur programme pour ne rien changer ou si peu. Pour préserver leurs privilèges, leurs dividendes, leurs jets privés, leur aller-retour en classe affaires. Pour se bâtir des gâteaux sociaux, sécuritaires, climatiques, où les plus riches de nos enfants, les plus serviles, les plus laqués, seront admis en leur compagnie. Tout ça, on sait que si on les laisse faire, ils le feront. Donc maintenant, il n'y a pas 36 solutions, les copains. Je vous ai entendu applaudir plein d'énergie pour ceux qui étaient dans la salle de cinéma. L'énergie, elle ne doit pas rester dans la salle de cinéma ce printemps. Elle doit sortir. Organisez-vous. C'est Joe Hill qui disait ça, un révolutionnaire, un socialiste américain au début du XXe siècle, alors qu'il était accusé d'un crime à tort et qu'on s'apprêtait à le fusiller. Il écrit une lettre à ses camarades et où il leur dit « Ne me pleurez pas, organisez-vous ». Alors c'est maintenant, c'est ce printemps, il faut foncer. Et à la fin, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Je vous remercie.